Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! L'anecdote que je vais vous partager aujourd'hui se déroule au Mexique. J'ai envie cette semaine de vous parler de ces traditions pas toujours aussi traditionnelles que ce que l'on pense. C'était en 2011. Je venais tout juste de créer l'association Constellatio pour éduquer les enfants au dialogue entre les cultures. Sac de randonnée sur les épaules, carnet de voyage en main et surtout des étoiles plein les yeux, je venais d'embarquer pour un tour du monde en solo de 15 mois. J'ai grandi avec des cousins franco-mexicains. J'ai fêté mon premier anniversaire à Acapulco, mais ça, évidemment, j'en ai aucun souvenir. J'ai grandi avec mes parents qui nous répétaient à mes frères et sœurs et moi la seule phrase qu'ils connaissaient en espagnol, à savoir « ¿Se puede calentar la comida de la niña en baño María, por favor ?» qu'ils avaient apprise à l'époque. Ça nous faisait rire autant que ça nous fascinait. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne comprennent pas l'espagnol, je vais casser un peu le mythe, je vous préviens. Ça veut dire « Est-ce que vous pouvez réchauffer la nourriture de la petite au bain-marie, s'il vous plaît ?» Bref, pour moi, le Mexique, c'était le rêve inconscient, la curiosité ultime. Alors bien entendu, quand il a fallu choisir les destinations de ce tour du monde, cette première étape s'est imposée comme une évidence. J'allais enfin découvrir le Mexique. Et cette fois, pas besoin de faire réchauffer des petits pots au bain-marie. À moi, les quesadillas de camarón avec du guacamole, le mole poblano, les chiles en nogada. Oui, je vous parle de plats typiques mexicains. Mon estomac guide souvent mes pas. Après avoir passé une dizaine de jours dans la capitale, dans ma famille et avec une vieille amie mexicaine, coucou Citlali, j'ai pris la direction de la Basse-Californie du Sud pour passer 2 mois et demi dans le village de Cabo San Lucas. Là-bas, je menais le projet Polaris de mon association /ONG pour amener les enfants de 8 à 10 ans à partager leur culture et à découvrir celle des autres pays. Le plus gros du projet, c'était l'écriture d'histoires sur des journées types telles qu'ils les vivent chez eux. Comment se passe une journée à l'école, le dimanche, une fête traditionnelle. Mais au cœur du projet, il y avait également une partie un peu fourre-tout avec d'autres éléments culturels tels qu'une recette de cuisine, une chanson, un jeu de cours de récré et les vêtements traditionnels. Et c'est là que se passe mon anecdote. Au Mexique, pour décrire et pour dessiner les vêtements traditionnels, nous avons découvert ensemble, mes élèves et moi, quelque chose d'assez fascinant. Je vais d'abord vous décrire ces vêtements. Pour les hommes, il existe 2 tenues traditionnelles de Basse-Californie du Sud. La première est la tenue de rancho, ces fermes du désert local. Elle se compose d'un pantalon et d'une chemise blanche, d'une ceinture, généralement noire, un bandana rouge et un chapeau type chapeau de cow-boy marron clair. Si vous avez écouté l'épisode sur le mariage mexicain auquel j'ai assisté là-bas, c'était donc comme ça qu'étaient habillés la plupart des hommes invités au mariage. Je vais vous glisser le lien en description de l'épisode si vous voulez l'écouter. La deuxième tenue s'appelle la cuera. L'élément principal, c'est un long manteau en cuir, cuero, ça veut dire cuir en espagnol, qui protégeait notamment les hommes des cactus quand ils montaient à cheval dans les airs. Et avec, ils portent des chaussures en cuir, à nouveau un bandana rouge et un chapeau en paille rond à bord plat. Jusque-là, rien d'anormal. Et donc, on en arrive aux vêtements traditionnels féminins. Et c'est là que se cachait mon anecdote, ma surprise interculturelle. Il n'y a encore pas si longtemps, les vêtements traditionnels de Basse-Californie du Sud étaient des vêtements autochtones. Mais c'était pas vraiment formalisé. Alors ce n'est qu'au milieu du XXe siècle que cette robe a été créée, et pas dans n'importe quel contexte. Je vous explique. Au début des années 1950, les autorités de Basse-Californie du Sud ont annoncé un concours.
tout un chacun était invité à proposer le design de ce qui deviendrait la robe traditionnelle de l'État. 26 robes ont ainsi été présentées. Et le design gagnant de ce concours s'appelle Flor de Pitaya. Il s'agit d'une robe dont le haut est blanc et la jupe est rouge avec un grand cactus vert peint dessus ainsi que de grandes fleurs blanches et jaunes. Ça représente en fait un cactus très emblématique de la région et ses fleurs. Donc les fleurs de Pitaya. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'on pense souvent à tort qu'il existe une certaine pureté culturelle, ancrée dans le très, très long terme, et que tout ce qui change dénature ce patrimoine presque immuable. C'est le fameux « Oui, puis on a tout le temps fait comme ça ». La culture en réalité évolue, pour de nombreuses raisons. Parfois, comme ici, parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque. Parfois, parce que quelque chose ne correspond plus aux valeurs morales et à l'éthique de l'époque. Les exemples sont nombreux, mais les grands débats sur la corrida en font partie, par exemple. Ou encore les mariages arrangés en France, parce que oui, on prône aujourd'hui les mariages d'amour, mais en fait, ils sont très récents dans l'histoire française. Parfois, sur des sujets qu'on considère à raison, plus graves encore, comme le mariage des enfants ou encore l'excision. Et puis parfois, c'est juste parce que quelque chose se crée et que les gens trouvent ça super chouette. Par exemple, un truc auquel on ne pense jamais, mais saviez-vous que la tartiflette était une invention toute récente ? La première trace de cette recette emblématique de Savoie et des pistes de ski remonte aux années 80, quand les restaurateurs ont commencé à mettre au menu un plat qui s'en rapprochait vraiment beaucoup. Et ensuite, ce n'est qu'à la fin des années 90 que le syndicat interprofessionnel du reblochon a publié la recette officielle, dans l'espoir d'écouler ses stocks de reblochon, justement, un peu trop coulants. Je trouve ça extra. Ces petites prises de conscience du fait que ce qu'on pensait avoir fait partie de nos traditions depuis toujours est parfois bien plus récent que ce qu'on l'imaginait. Et moi, ça me fascine. Se rappeler que les traditions se créent et évoluent. Ce qui semble aujourd'hui une évidence pour à peu près tout le monde ne l'a pas toujours été. C'est quelque chose que j'adorerais prendre un peu plus le temps de creuser. Comment se créent les traditions ? Qu'est-ce qui fait que quelque chose prend ou ne prend pas dans la tête et dans le cœur d'un peuple ? Et puis, du coup, dans son assiette aussi. Alors je lance ça comme ça. Découvrir d'autres cultures, c'est génial. Découvrir les nôtres, c'est extra. Mais et si on poussait encore un peu plus loin le bouchon et qu'on prenait le temps d'observer le pourquoi du comment, voire même le pourquoi du quand ? Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Je suis très très curieuse de savoir si vous avez identifié d'autres choses comme ça. Des traditions qui se sont perdues, parfois pour de bonnes raisons, mais surtout des traditions qui se sont créées. Et si vous savez quand et pourquoi. N'hésitez pas à me partager ça en commentaire de cet épisode sur Spotify ou sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de découvrir de nouvelles choses grâce à vous. C'est fini pour aujourd'hui. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a donné faim. Je vais peut-être me faire une petite tartiflette, tiens. Allez, à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail 100% bénévole, je vous invite à partager un épisode avec vos proches ou vos collègues. Ça fait vraiment toute la différence. À mardi prochain pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.